Bonjour, alors je m'appelle Frédéric Raillard et je suis le fondateur du studio de GenAI, AI Imagination, comme imagination avec un A devant, et aussi le fondateur de Fred et Farid. Alors aujourd'hui, en fait, je vais parler de la GenAI pour les marques, et je vais raconter de façon très honnête mon parcours par rapport à ça. Parce que, en fait, quand la AI est arrivée, moi j'habitais en Californie, j'ai été exposé donc très très tôt à l'impact de la GenAI potentielle sur notre industrie. Et je l'ai vécu de façon très négative au départ, parce que je me suis dit c'est fini pour les créatifs. Puis je suis allé en Chine, rencontrer mon associé chinois Feng Wang, qui est ici aujourd'hui d'ailleurs, et qui lui avait réagi très très différemment. Il avait organisé en fait une exposition avec 100 AI artistes qui s'appelait AI Imagination, et j'ai trouvé le nom génial. Et en fait, il avait déjà, façon chinoise, au lieu de tergiverser, il avait déjà foncé, déjà fait toute une étude de marché sur tous les AI artistes qu'on pouvait mettre au service des marques. En fait, je trouvais ça fascinant. Et en même temps, je me disais, il y a des grands talents en GenAI, et dès qu'ils mettent des logos des marques, il y a vraiment une incompréhension de ce qu'est une campagne, en fait, et de ce qu'est une plateforme de marque, une marque et une pub, en fait. Et donc, c'était assez logique. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse une culture qui soit au croisement de la GenAI et de la publicité, donc de former en fait des publicitaires en prompteur. Voilà. La toute première fois où j'ai utilisé l'IA, c'était j'étais à Los Angeles, j'habitais à Los Angeles, et c'était GPT et OpenAI donc, et mon tout premier prompt, c'était de demander un dialogue entre une nouvelle Tesla et une vieille Porsche 911. Et j'ai espéré que le dialogue soit mauvais, et en fait c'était très bon. C'était drôle, c'était bon, c'était intéressant, et en fait ça m'a glacé le sang en fait. Je me suis dit c'est fini, c'est game over pour les créatifs, ils ont plus besoin de nous, le monde n'a plus besoin des créatifs. C'était un choc en fait, hein. Et je suis passé par une phase vraiment négative. J'ai essayé tellement de choses créativement juste avec GPT. Je me disais mais comment on va encore trouver une pertinence dans ce monde, jusqu'à aller en Chine, me rendre compte qu'en fait il y avait un espace quand même pour nous entre la GenAI et la publicité qui avait quand même besoin de créatifs. Et en pratiquant, en fait, on a pratiqué, donc j'ai réuni une équipe, un spin-off en fait de Fred et Farid, de 26 personnes, Californie et Chine. Et on a bossé pendant 1 an complet à produire des centaines de milliers d'images et une 50aine de films. En fait, je me suis rendu compte que ça ne tuait pas le talent des créatifs, en fait. Ça allait plutôt l'exacerber, en fait. Et je me rendais compte que d'un prompteur à l'autre, il n'y avait pas de nivellement, en fait. Il y avait plutôt une exacerbation des talents de chacun en fait, et des différences entre les créatifs. Et en fait, c'était plutôt porteur d'espoir de se rendre compte que ça exacerbait les talents et les différentes personnalités plutôt que de les niveler. Et puis, voilà. Et donc, en fait, je me rendais compte petit à petit, grâce à l'expérience, qu'en fait, on pouvait vraiment imaginer un monde dans lequel l'AI était très importante, centrale et un peu partout, mais avec quand même toujours au cœur du système l'humain et le créatif. Et je pense que c'est vraiment un grand sujet de l'époque, c'est-à-dire que nous on le fait à notre toute petite échelle de tout petit studio, mais c'est vraiment un des grands sujets de l'époque, c'est comment on peut construire ce monde avec l'intelligence artificielle, parce que la balle est partie de toute façon, c'est inéluctable et c'est inarrêtable, c'est better, faster, cheaper, more sustainable, donc c'est inarrêtable. Mais comment on peut construire ce monde en gardant quand même une place pour l'humain, une place pour le créatif au centre de cette machine? Et comment est-ce qu'on peut, via les outils que nous offre extraordinaires, que nous offre la AI, exacerber des qualités humaines, qui sont la compassion, l'empathie, le sens du beau, l'imperfection, l'émotion, enfin voilà, tout ce qui fait, tout ce que n'est pas la machine en fait. En fait, c'est fascinant parce que on traverse aujourd'hui une époque il y a presque une prophétie à la Wall-E en ce moment, parce que la machine est tellement performante sur certaines qualités, comme l'efficacité, la rapidité, etc., qu'elle nous rend tellement obsolètes, nous les humains, qu'elle nous pousse dans nos retranchements, et elle nous pousse à finalement à redéfinir notre compétitivité, mais à travers des qualités humaines. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que si on est honnête, les humains qui étaient promus dans notre société, c'était des humains, c'était des machines en fait. D'ailleurs, on disait ça, cette personne elle est extraordinaire, c'est une machine, on va lui donner le département, on va lui confier la boîte parce que c'est une machine. Et aujourd'hui, la machine arrive beaucoup plus performante que nous, elle nous pousse dans nos retranchements, elle nous rend obsolètes, et donc elle nous pousse à redéfinir notre compétitivité. On va devoir retrouver une forme de compétitivité face à la machine, et cette compétitivité, elle vient finalement de notre humanité. Donc c'est une période intéressante, hein.
C'est vraiment une période charnière